Donc je vais commencer, tout d'abord merci pour l'invitation. Je vais commencer cet exposé sur les problèmes de modules formels. Et je commence tout de suite par vous dire le thème, disons, général de l'exposé. C'est l'assertion suivante, hein, qui n'est pas une assertion vraiment mathématique, c'est une phrase qu'on rencontre souvent dans la littérature, qui affirme que tout problème de déformation naturel, alors je devrais mettre des parenthèses dans les des guillemets dans les guillemets, est déterminé par une DG algèbre de Lie. Alors, c'est une assertion qui est longtemps restée un principe, sans qu'il y ait vraiment de théorème ou d'énoncé mathématique précis qui incarne ce principe. Peut-être, avant d'aller un peu plus loin, je vous donne l'exemple typique de cette phrase avec un exemple qui provient de la géométrie algébrique. Hein, typiquement, on va s'intéresser à une variété algébrique sur un corps K. Je vais être en caractéristique 0 aujourd'hui. On va la supposer lisse pour simplifier. Et puis on va prétendre, suivant ce principe, que les déformations de x, alors ici il s'agit, et dans tout cet exposé, il s'agit de déformations infinitésimales, hein, ou formelles, les déformations de x, comme variété algébrique sur K, sont déterminées par une DG algèbre de Lie. Je vais préciser ce que c'est dans un moment, mais qu'on peut écrire explicitement comme les sections globales ou l'hypercohomologie de la variété x à coefficient dans son faisceau tangent. Alors c'est le genre de phrase qu'on rencontre dans la littérature, qui se base sur c'est une incarnation de ce principe, et comme je disais, ce principe est resté longtemps un principe. Donc dans la pratique, quand on rencontrait un problème de déformation, typiquement on déforme une variété, on peut déformer d'autres choses, il fallait deviner quelle était l'algèbre de Lie, ou la DG algèbre de Lie, qui contrôlait ce problème de déformation, sans qu'il y ait de règles explicites ou de règles naturelles pour la construire. Et la situation était réellement que, dans la pratique, plusieurs algèbres de Lie pouvaient donner lieu au même problème de déformation. Donc il y avait un problème d'unicité, et puis un problème de naturalité, de fonctorialité, etc. Donc le théorème que je voudrais vous présenter, c'est un résultat relativement récent. Donc aujourd'hui, ce principe est un théorème. Disons, ce principe s'incarne en un théorème, qui est le résultat que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors il faut l'attribuer à deux personnes, Jacob Lurie et aussi Jonathan Pridham. Et ce théorème s'énonce sous la forme d'une équivalence de catégorie. Il existe, alors je vais commencer par dire, il existe une notion à préciser plus tard dans l'exposé de problème de module formel. Qui est une notion qui vient remplacer la notion de problème de déformation que l'on connaissait, et une équivalence de catégorie
entre d'une part les DG algèbres de Lie sur un corps fixé K de caractéristiques nulles, et d'autre part ces problèmes de modules formels. Alors bien sûr, dit comme ça, le théorème est vide, hein, mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est les termes de cet énoncé. Donc, quels sont ces problèmes de modules formels? Je vous rappellerai ce que sont les DG algèbres de Lie, les algèbres de Lie différentielles graduées. Je donnerai quelques mots sur comment est construite cette équivalence, et j'essaierai d'expliquer tout au long de l'exposé comment ça répond à ce principe. Pardon, il faut que je... Alors, avant d'entrer dans les détails, je voudrais préciser que c'est le théorème ultime d'un courant de pensée. Donc là, j'ai cité 2 auteurs, mais il faut en citer beaucoup plus. Il y a toute une philosophie derrière cet énoncé. Donc, je le dis ici avant de parler plus précisément de l'énoncé. Il s'agit de l'aboutissement de tout un courant de pensée qui s'appelle la DDT pour Derived Deformation Theory, et qui a été porté par de très nombreux auteurs, donc j'en cite quelques-uns. La liste est longue, mais elle n'est pas exhaustive, on pourrait en citer plus. Je m'excuse, mais... Donc Whelan, Deligne, Drinfeld. Kontsevich, Seibelman. Stachev. Schlesinger. Et puis peut-être pour passer à des auteurs plus récents, Hinisch, Manetti. Et bien entendu, Pridham et Lurie. Et on pourrait en citer d'autres. Alors, le plan de l'exposé... je vais faire des rappels sur les DG algèbres de Lie. Et puis, je rappellerai au passage comment elles interviennent dans les problèmes de déformation avant d'introduire la notion de problème de module formel. Je parlerai des problèmes de module formel. Et de l'équivalence du théorème ci-dessus. Et 3, je parlerai de exemples. Je ne suis pas sûr de pouvoir en citer plusieurs, suivant le temps. Ce sera peut-être un exemple. Et des généralisations. Des extensions de cet énoncé à des cadres plus généraux. Alors la convention, ce sera que K est un corps de caractéristiques nulles. Je vais utiliser une notation pour la cohomologie d'un complexe. Si E est un complexe de K vectoriel on notera pi de E, la cohomologie, mais avec un signe h-i de E. Et la convention, ce sera que les différentiels des complexes augmentent le degré.
Et puis ça m'arrivera de noter C de K, la catégorie des complexes de K vectoriels. Donc des complexes sur K. Alors, définition. Une DG algèbre de Lie sous-entendu sur K, hein, est une paire qui consiste en L, un complexe, donc un objet de C de K, et crochet, qui est un morphisme de complexe de L tenseur L vers L, tel que, eh bien, on est deux propriétés. D'abord une antisymétrie. Alors, l'antisymétrie ici, elle est graduée, donc elle s'écrit comme ceci, égale moins 1 degré de x, degré de y plus 1 yx, où ce que je note entre simple barre, c'est le degré de l'élément que je regarde. X et Y sont des éléments de L. L est un complexe, les éléments ont des degrés. Et donc pour des éléments homogènes de degrés X et Y, on a cette condition, donc antisymétrie. Et B, la règle de Jacobi graduée. Alors là, les signes, je ne les connais pas par cœur. Je ne sais pas si j'aurai la place. Je vais l'écrire ici. Alors, plus égale 0. Alors, il y a une notion évidente de morphisme de DG algèbre de Lie qui est donnée par un morphisme de complexe qui commute avec le crochet. Et donc, elle forme une catégorie. Donc, les DG algèbre de Lie forment une catégorie DG Lie petit k. Des fois, peut-être que je ne noterai pas le petit k. Alors, quels sont les exemples, disons, élémentaires de tels objets? Il y a les DG algèbres de Lie abéliennes, c'est-à-dire on a le droit de prendre le crochet nul. Le crochet nul vérifie A et B. Donc pour tout complexe, L muni du crochet nul est une DG algèbre de Lie. Des fois, je dirais juste une DG Lie, qu'on dit être abélienne. Et il y en a une qui sera plus importante que les autres pour nous. C'est l'espace vectoriel K. Crochet moins 1, ça veut dire qu'il est concentré en degré cohomologique 1, et le crochet est nul.
Et vous verrez pourquoi il est important par la suite. De manière un peu orthogonale à 1, on a les DG algèbres de Lie libres. Donc si, pour tout complexe L, je vais noter E plutôt, on dispose de Lie de E, une DG Lie libre sur E. C'est-à-dire qu'elle est munie, on dispose d'un morphisme de complexe de E dans le complexe sous-jacent à Lie de E, tel que ça induise une bijection entre les morphismes de DG Lie vers n'importe quel L et les morphismes de complexe de E dans L. Alors ici, ce sont des morphismes dans DG Lie, ici dans ces deux cas. Et la flèche ici est donnée par restriction par ce morphisme ici. Alors on peut démontrer que de tels DG algèbres de Lie existent, et c'est une source importante d'exemples. Et puis 3, cette catégorie est complète et co-complète, donc j'ai le droit de prendre des limites et des colimites de DG algèbres de Lie. En particulier, j'ai le droit de prendre des limites et des colimites de DG algèbres de Lie libres ou abéliennes. Et je peux construire, à l'aide de ces deux exemples fondamentaux, des exemples plus compliqués, en prenant de telles limites ou colimites. La catégorie DG Lie possède des limites et des colimites en particulier, j'ai des push-out. Donc, je peux, si j'ai un diagramme de DG algèbre de Lie libre, je peux former des push-out de DG algèbre de Lie libre, et je peux engendrer comme ça tout un tas de nouveaux exemples. Ah, et puis l'exemple 4, j'oubliais, il y a, tout comme les algèbres de Lie peuvent être obtenus en prenant une algèbre associative et en regardant le commutateur comme crochet, il y a une version DG de ça. Donc si B est une DG algèbre sur K, on dispose d'une DG Lie qui est le complexe B avec le crochet qui est donné par le commutateur gradué. Donc XY plus moins 1 YX. Merci. Associative. Pardon ? Elles auront toutes des unités dans l'exposé. Voilà. Alors, c'est pas réellement. Donc, si je reviens au théorème là-haut, ce qui va nous intéresser, donc je l'ai écrit de façon pas du tout précise. Donc, je n'ai pas précisé quels étaient les morphismes à gauche, par exemple. C'est pas du tout cette catégorie-là qui va nous intéresser. On ne va s'intéresser au DG algèbre de Lie qu'à quasi-isomorphisme près. Donc, c'est là que des choses intéressantes commencent à arriver. Donc on s'intéresse non pas à cette catégorie DG Lie qui a disparu, mais à une certaine catégorie homotopique de DG algèbre de Lie, qui est définie en partant de la catégorie des DG algèbres de Lie et en inversant formellement les quasi-isomorphismes. Donc, je rappelle que
si j'ai un morphisme de Degeli, si on dit que F est un quasi-isomorphisme, si la flèche qu'il induit en cohomologie est bijective. Et cette catégorie HO, ici, définition, HO de Degeli, c'est défini comme, on part de la catégorie des G algèbres de Lie, et on rajoute formellement des inverses à toutes les flèches qui sont des quasi-isomorphismes. Donc quelque chose qu'on note quasi-isome moins 1. Donc c'est une catégorie qui est définie par propriété universelle, qui reçoit un foncteur de Degeli, qui envoie les quasi-isomorphismes sur des isomorphismes et qui est universel pour cette propriété-là. Et en général, ce genre de construction est terrible, c'est-à-dire que c'est très délicat de décrire une catégorie localisée comme ça, mais ici on a un résultat qui permet de comprendre cette catégorie homotopique, qui est l'existence d'une structure de modèle donc la proposition qui est utile ici, il existe une structure de catégorie de modèle au sens de Quillen sur cette catégorie Degeli, telle que les équivalences soient précisément les quasi-isomorphismes. Donc dans une structure de modèle, il y a des équivalences faibles et des cofibrations. Donc les équivalences faibles sont les quasi-isomorphismes. Et 2, je vais décrire les fibrations, sont les épimorphismes. Le morphisme surjectif au niveau des complexes sous-jacents. Alors c'est un résultat standard, je ne sais pas, il faut peut-être l'attribuer à Quillen lui-même. Et la conséquence de ce théorème, c'est que cette catégorie ici se décrit de façon sympathique. La conséquence, c'est qu'on peut décrire cette catégorie homotopique comme réellement une catégorie homotopique, c'est-à-dire des objets avec des classes d'homotopie de morphisme. Donc cette catégorie localisée est naturellement équivalente à une autre catégorie où les objets sont les Degeli qui sont cofibrantes pour la structure de modèle ici. Alors je ne vais pas vous les décrire, les Degeli cofibrantes, mais il faut avoir en tête qu'elles sont typiquement une DG algèbre de Lie qui est libre et cofibrante, et une DG algèbre de Lie cofibrante a tendance à être libre. Disons, par exemple, si on oublie la différentielle et qu'on la regarde juste comme une algèbre de Lie graduée, elle sera libre en tant qu'algèbre de Lie graduée, par exemple. Donc typiquement, hein, le cas typique c'est les objets libres. Et les morphismes sont entre, disons, L et L'. Là, je vais introduire une notation. Les morphismes entre L et L' dans cette catégorie localisée, je vais les noter crochet LL'. Et ces morphismes-là, ces ensembles de morphismes sont naturellement en bijection avec le π0 d'un certain espace. Que je vais décrire maintenant. Où map LL' est un
Alors, c'est un ensemble simplicial de morphisme défini. Alors, c'est celui-ci. Donc les morphismes deviennent des composantes connexes d'ensembles simpliciaux. Vous avez le droit de penser aux ensembles simpliciaux comme à des espaces topologiques, par leur réalisation géométrique, par exemple. Et ces espaces sont définis je vais vous donner la définition formelle. Alors, comme c'est un ensemble simplicial, je dois décrire les ensembles de simplex de dimension n. Alors, ces ensembles de simplex de dimension n sont des morphismes de DG algèbre de Lie entre L et L' tensorisés par une certaine DG algèbre. Alors, c'est un tenseur sur K, où delta n, c'est une variété algébrique d'équations somme des coordonnées égale 1 dans AN plus 1. Donc, c'est abstraitement un espace affine de dimension n. Et C de RAM, c'est le complexe de RAM, algébrique. De cette variété algébrique sur K. Donc, drame algébrique relativement au corps petit k. Donc voilà la définition. Alors, c'est-à-dire qu'en degré 0, vous avez vraiment les morphismes de DG algèbre de Lie. Et puis en degré 1, vous appelez ce qu'on appelle des homotopies. Donc ce sont des morphismes de L dans L' tenseur cette DG algèbre. Et puis vous voyez qu'il y a des faces et des dégénérescences ici qui induisent une structure simpliciale sur cette association qui à n associe cet ensemble. Et le pi 0 dont je parlais, c'est juste le quotient des morphismes par la relation être homotope. C'est-à-dire qu'il existe un élément de degré 1 dont les bords donnent les deux morphismes. Voilà. Donc c'est ça la conséquence de cette proposition, c'est que cette catégorie définie a priori de façon par propriété universelle se décrit concrètement comme la catégorie des composantes connexes d'une catégorie simpliciale. Alors, pour vous donner un exemple je vais passer au problème de module formel, mais juste avant, vous donner un exemple de la différence qu'il y a entre DG Lie et HO de DG Lie. On va calculer des morphismes. Exemple. Si je regarde cette DG Lie dont j'avais parlé, donc avec le crochet est nul ici, hein. Donc c'est une DG Lie abélienne, qui est purement placée en degré 1. Si je regarde les endomorphismes de cette DG algèbre de Lie, eh bien, comme elle est abélienne, c'est pareil que les endomorphismes de K, donc c'est K. Mais si je regarde les endomorphismes de cet objet dans la catégorie homotopique DG Lie, on trouve quelque chose de beaucoup plus intéressant. Dans HO de DG Lie maintenant, on trouve les séries formelles sans terme constant. Et si vous voulez vous convaincre de pourquoi cela est vrai, il faut revenir à cette équivalence-là. Donc j'ai dit HO de DG Lie est naturellement équivalente à la catégorie des objets cofibrants avec ces ensembles de morphismes. Il se trouve que cette DG Lie ici n'est pas du tout cofibrante. Et donc si je veux utiliser cette formule, il faut d'abord que je choisisse un modèle cofibrant de cette DG algèbre de Lie. C'est-à-dire que je trouve une résolution de cette DG algèbre de Lie par des DG algèbre de Lie libres. Il y a une résolution naturelle de cette DG algèbre de Lie qui permet de calculer cet espace de morphisme, et on peut voir que l'espace de morphisme, il est constant, égal à ça. Donc voilà la différence qu'il y a entre avant inverser les quasi-isomorphismes et après inverser les quasi-isomorphismes. Et pour aller vers la théorie des déformations,
cette équation ici est expliquée par le fait que cette DG algèbre de Lie, au niveau théorie des déformations, correspond aux déformations d'un point dans une droite. Et donc là, on regarde essentiellement les endomorphismes du complété formel d'une droite en l'origine, par exemple. Alors, pour finir cette première partie sur les DG algèbres de Lie, je vais vous rappeler une construction qui a une DG algèbre de Lie associée à un problème de déformation. Donc, rappel, c'est une construction qui existe depuis au moins les années 80 et qui était la base du principe que j'ai énoncé au début de l'exposé, à savoir que toute théorie des déformations naturelles, disons qu'on rencontre dans la nature, est donnée par une DG algèbre de Lie. Là, je vais vous expliquer comment une DG algèbre de Lie donne un problème des déformations au sens, disons, traditionnel du terme. Et puis, juste après, je vais introduire les problèmes d'ondules formelles qui viennent remplacer les problèmes de déformation au sens traditionnel pour corriger certains défauts de cette construction. Alors, élément de Maurer-Cartan. Donc, si L est une DG Lie, on définit les éléments de Maurer-Cartan de L comme étant les éléments de degré 1 qui vérifient l'équation dx plus 1 demi de xx égale 0. Et puis, tout comme on a fait ici une astuce pour avoir un ensemble simplicial en tensorisant par les complexes de de Rham de ces simplexes algébriques, on définit un espace de Maurer-Cartan. Plus généralement, MC bar de L, c'est un ensemble simplicial qui, en degré n, vaut les éléments de Maurer-Cartan de L tenseur cette nouvelle DG algèbre de Lie que je tensorise par cette algèbre de de Rham. Donc vous pouvez y penser comme les 0 simplex sont les éléments de Maurer-Cartan, les 1 simplex sont des homotopies algébriques entre éléments de Maurer-Cartan, et ainsi de suite. Alors, avec cette construction, on définit un foncteur sur les K-algèbres artiniennes qui est souvent noté XL. Alors, ce sont des K-algèbres artiniennes augmentées, locales augmentées, je devrais dire. Donc, art K, c'est pour K-algèbre artinienne, le point, c'est pour augmenter, je ne précise pas local. Et ça va donc dans les ensembles simpliciaux. Et à A, on associe cet espace d'éléments de Maurer-Cartan dans L tenseur. Alors, ce n'est pas tout à fait tenseur A à cause de l'augmentation. Je vais prendre l'idéal maximal de A. C'est le noyau de l'augmentation. Alors, cette chose-là est encore une DG algèbre de Lie sur K. Je peux encore lui appliquer cette construction. Et donc, on obtient ainsi une construction qui a une DG algèbre de Lie associe un foncteur sur les K-algèbres artiniennes. Et ça, c'est traditionnellement considéré comme être un problème de déformation, c'est-à-dire à A, je regarde des déformations d'une certaine structure paramétrée par spec A. Et c'était cette construction X donne XL était la base du principe que j'ai énoncé au début de l'exposé. Cependant, c'est une construction qui n'est pas très raisonnable, en tout cas qui a plusieurs défauts. Donc L donne XL possède plusieurs défauts. Et le principal défaut est que des L très différents peuvent donner les mêmes foncteurs.
Ça, c'est le premier. Donc xl équivalent à xl', y compris dans un sens, on peut dire que les foncteurs sont faiblement équivalents, puisqu'ils sont à valeur dans les ensembles simpliciaux. Ça n'implique pas que L soit quasi isomorphe à L', donc isomorphe dans la catégorie homotopique. Deuxièmement, il existe des foncteurs donnés sur les anneaux artiniens qui sont des problèmes de déformation raisonnables, qu'on sait, on peut les voir comme des XL pour un certain L, mais si on cherche un L canonique, on trouve quelque chose qu'on ne sait pas calculer. Alors c'est une... il arrive que pour un foncteur donné, f des K-algèbres artiniennes vers les ensembles simpliciaux, on puisse trouver une DGLI canonique, L canonique, fonctorielle en f, telle que f soit XL. Alors c'est le cas par exemple dès que j'ai un problème de déformation qui est représentable, c'est-à-dire que j'ai un anneau de série formelle, disons un anneau pro-artinien qui représente mon foncteur. F pro-représentable. Dans ce cas-là, il existe un L canonique, on peut l'écrire en termes du pro-anneau qui représente F, mais ce L-là n'est jamais, ou pratiquement jamais, la DG algèbre de Lie qu'on imagine par le principe du tout début. C'est-à-dire, je me donne un problème de déformation naturel, c'est-à-dire qui déforme quelque chose qui existe. On imagine qu'il y a une DG algèbre de Lie derrière. Alors typiquement, prenez l'exemple de la variété et de la DG algèbre de Lie de l'hypercohomologie des champs de vecteurs. Si il arrive que le problème des déformations d'une variété soit pro-représentable, dans ce cas-là, cette chose-là me redonne un L qui n'est pas la cohomologie de X à valeur dans le tangent. Alors, il arrive qu'on trouve un L, mais L n'est pas naturel. Alors, naturel au sens psychologique du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'algèbre de Lie à laquelle on pense, et on ne sait même pas la calculer, en fait. Elle n'est pas calculable non plus. Au sens où on ne sait pas la décrire simplement en termes du problème de déformation qu'on considère. Alors, ce type de phénomène, l'exemple typique, c'est le cas des déformations d'une variété X, où je vous disais que l'algèbre de Lie, c'était R gamma de XTX. Si vous prenez une variété qui a un espace de module formel de déformation, qui n'est pas, par exemple, un anneau de série formelle, c'est-à-dire qui n'est pas lisse, l'espace de module formel en ce point-là n'est pas lisse, la DG algèbre de Lie que vous reconstruisez comme ça n'est en général pas du tout celle-ci. Donc ça pose un problème, d'abord, alors c'est celui-là? Non. Si. Donc ça pose un problème conceptuel, mais ça pose aussi un problème pratique. C'est-à-dire que on aimerait bien, étant donné un foncteur sur les anneaux artiniens, reconstruire canoniquement une DG algèbre de Lie, qu'on sache calculer, qu'on sache décrire, pour pouvoir travailler sur notre problème de déformation. Et puis le point 1 entraîne des défauts de fonctorialité. C'est-à-dire que des fois, si on sait qu'il y a un L qui donne le problème de module formel, il peut ne pas être fonctoriel par les opérations qu'on imagine, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Voilà, donc c'est ça le... Donc cette construction, disons, traditionnelle, se heurtait à ce problème-là, et c'est pour cette raison que le lien entre DG algèbre de Lie et théorie des déformations est resté un principe et pas un théorème pendant de nombreuses années. Alors pour résoudre ce problème-là, Lurie et Pridham introduisent une autre notion qui modifie les foncteurs sur les anneaux artiniens, qu'on appelle des problèmes de module formel, qui possèdent aussi une construction du type Mohr-Cartan, c'est-à-dire à un L, je sais associer un foncteur qui est un problème de module formel, et maintenant, cette association X donne XL va devenir une équivalence de catégorie, et donc tous ces problèmes-là disparaissent,
Et en particulier pour le point 2, quand on prend un problème de module formel qui correspond à la théorie des déformations d'un objet naturel, la DG algèbre de Lie qu'on reconstruit par le théorème est celle à laquelle on pense. Donc 2 problèmes de module formel. Alors la terminologie, elle est due à Lurie. Donc je vais mettre Lurie ici. Pridham n'appelle pas ça des problèmes de module formel. Donc je vais suivre à partir de maintenant le texte de Lurie, et en particulier la terminologie. Alors il s'agit, avant d'entrer dans la définition, il s'agit de modifier la notion, disons, traditionnelle, usuelle, je veux dire, sans que ça soit péjoratif, hein, de problème de déformation Alors, un problème de déformation au sens usuel, c'est un tel foncteur, des anneaux artiniens dans les ensembles ou les ensembles simpliciaux. Foncteur de K-algèbre artinienne dans les ensembles ou plus généralement les ensembles simpliciaux. Ça dépend du type de structure qu'on déforme. En une notion mieux adaptée. A, L donne XL. C'est-à-dire que maintenant, on veut que cette construction que j'ai esquissée ici devienne une équivalence entre la théorie des DG-Lie et les problèmes de modules formels qu'on construit de cette façon. Et le point clé, qui n'est pas très surprenant quand on l'écrit, mais ça a pris quand même de très nombreuses années pour arriver là, il faut remplacer les K-algèbres artiniennes par des DG-algèbres artiniennes. C'est-à-dire des... Alors je vais donner la définition maintenant. Certains types de DG-algèbres commutatives qu'on peut appeler artiniennes parce qu'elles vérifient certaines conditions de finitude. Et puis on va prendre des foncteurs sur cette catégorie ici des DG-algèbres artiniennes. Et on va étendre la construction. Le point délicat de l'équivalence que je vais citer, c'est d'étendre cette construction au cas maintenant où on remplace A par une DG-algèbre artinienne. Il y a des complications de nature homotopique qui apparaissent. Mais l'idée, c'est que cette construction s'étend et que ça produit une équivalence de catégorie. Donc, définition. Une DG-algèbre commutative. A augmentée. Je vais dire qu'elle est artinienne. Si D'abord, alors c'est là que je vais utiliser la notation homotopie, c'est plus pratique, c'est comme ça aussi que Lurie note. Donc il faut penser que c'est le H-I, hein, sont les groupes de cohomologie, sont nuls si I est négatif et I est assez grand. Donc elle n'a qu'un nombre fini de groupes d'homotopie non nuls, et ils sont concentrés en degrés 0 et moins, donc en degrés négatifs ou nuls. 2, si je regarde le H0 ou le π0 de A, c'est une K-algèbre augmentée, et on demande à ce que ça soit une K-algèbre artinienne augmentée, que ce soit une K-algèbre locale artinienne. Et C, on demande que les groupes d'homotopie, donc ce sont des modules sur cet anneau-là, en particulier ce sont des K espaces vectoriels, on demande qu'ils soient de dimension finie. Dimension finie sur K, pour tout I. Donc voilà la définition de DG-algèbre commutative augmentée artinienne. Donc elle forme une catégorie
que je vais noter DG art petit k avec l'étoile, ça veut dire augmenter. Et cette catégorie, on est dans le même cadre que celui des DG algèbres de Lie. Elle a une notion de quasi-isomorphisme. Avec une notion de quasi-isomorphisme. Donc on est encore dans un contexte où on souhaiterait les inverser. Hein, tout comme on s'intéresse aux DG algèbres de Lie à quasi-isomorphisme près, on s'intéresse aux DG algèbres artiniennes à quasi-isomorphisme près. Et bien sûr, cette catégorie contient les K-algèbres artiniennes en les considérant comme des complexes concentrés en degré 0. Ah, je ne devrais pas à chaque fois faire ça. Trop tard. Je me fais avoir à chaque fois. Alors les problèmes de modules formels sont des foncteurs sur cette catégorie de DG algèbres artiniennes qui vérifient certaines conditions. Pour pouvoir les énoncer, il faut que je pose une notion. On dit qu'un carré commutatif ABCD dans cette catégorie de DG algèbres artiniennes est distingué si les morphismes de C vers D sont des surjections sur le pi 0 et 2, ce carré n'est pas vraiment cartésien, mais cartésien pour la théorie de l'homotopie des DG algèbres. Donc le carré est homotopiquement cartésien, ce qu'on peut écrire en disant que A est quasi-isomorphe au complexe qu'on construit en prenant le cocone de la somme de ces deux morphismes. Donc c'est A plus C dans D. Une autre façon de dire, c'est qu'il existe une suite exacte longue en homotopie, pi de A, pi de C plus pi de B, pi de D, pi moins 1 de A. Pardon ? C'est B, bien sûr, oui. Merci. Donc c'est une autre façon de dire qu'il existe une suite exacte longue en homotopie, qui relie l'homotopie de A, la somme des groupes d'homotopie de B et de C, l'homotopie de D, puis avec un morphisme bord dans le pi moins 1 de A, et ainsi de suite. C'est une conséquence de ça. On peut aussi dire que le carré est homotopiquement cartésien dans cette théorie homotopique ici. Alors j'arrive enfin à la définition de problème de module formel, puis je peux énoncer le théorème. Je n'aurai pas le temps de donner des idées de comment l'équivalence est réalisée. Comme je disais, l'idée sous-jacente c'est celle-ci, mais elle ne marche pas dans la pratique. Donc il faut faire intervenir des constructions plus subtiles. Mais je me réfère au texte pour quelques idées de la construction. Alors, définition et puis théorème. Définition, un problème de module formel on va noter PMF est un foncteur donc de la catégorie des DG algèbres artiniennes dans les ensembles simpliciaux tels que... Alors il y a trois conditions. Première condition, c'est que les quasi-isomorphismes doivent être envoyés sur des équivalences faibles. Donc F envoie quasi-isomorphisme sur équivalence faible d'ensembles simpliciaux. Donc c'est une façon de dire qu'il inverse les quasi-isomorphismes, mais attention, ce n'est pas vraiment dire qu'il les inverse, hein. Il les envoie sur des équivalences faibles, pas sur des isomorphismes. 2, si j'applique ça à K,
je trouve quelque chose qui est faiblement équivalent à un point contractile. Et 3, pour tout carré distingué, le carré induit, donc qui est maintenant un carré commutatif d'ensemble simpliciaux, et homotopiquement cartésien. Homotopiquement cartésien, c'est-à-dire que la flèche qui va de cet espace vers le produit fibré homotopique, c'est-à-dire l'espace des triplés de points plus un chemin, un chemin liant leurs images dans F2D, est une équivalence faible. Donc c'est une condition analogue à celle-ci. Donc F préserve, si vous voulez, F préserve l'objet final, F préserve les équivalences, c'est-à-dire les quasi-isos sur des équivalences faibles, et ici on demande que F préserve certains types de carrés homotopiquement cartésiens. Donc c'est une condition d'exactitude qu'il faut voir derrière. Alors il forme une catégorie, et puis il forme une catégorie avec équivalence. On est toujours dans ce contexte-là. Donc ce n'est pas vraiment les foncteurs qui nous intéressent, mais si j'ai une transformation naturelle qui, à chaque fois que je fixe une DG algèbre artinienne, le morphisme induit est une équivalence faible, je veux inverser ce morphisme-là. Donc il y a une catégorie homotopique des problèmes de modules formels. Et le théorème dit qu'il existe une équivalence construite par une extension de la notion d'élément de Moër-Cartan entre la catégorie homotopique des DGLI et la catégorie homotopique des PMF. Donc c'est le théorème principal. Il existe une équivalence de catégorie entre les DG algèbres de Lie sur K. Alors ce foncteur-là, c'est X, où on met un indice, la DG algèbre de Lie, et ici, c'est une catégorie homotopique des problèmes de modules formels. Et le foncteur dans l'autre sens, il est noté petit l, et ici, on met le foncteur. Alors, je ne précise pas ici, mais c'est par une extension de L donne XL aux objets de DGArt. C'est-à-dire qu'il faut étendre, et c'est pas si facile en fait. Les éléments de Moër-Cartan ne se comportent pas très très bien par quasi-isomorphisme, donc il faut faire attention quand on étend cette construction aux DG algèbres artiniennes. Alors, l'approche de Lurie est de ne jamais parler d'éléments de Moër-Cartan, de trouver une autre façon de parler de ce foncteur-là, en utilisant une version de la dualité de Koszul, c'est-à-dire en utilisant un foncteur en utilisant d'une part le foncteur qui va des DG algèbres de Lie vers les DG algèbres commutatives qui est le complexe de Chevalet, et un adjoint de ce foncteur qui induit ce foncteur L. Quand je l'applique à un objet représentable ici, j'obtiens quelque chose qui est adjoint du foncteur du complexe de Chevalet. Donc voilà la stratégie de Lurie pour démontrer ce théorème, c'est en fait d'éviter complètement cette notion d'élément de Moër-Cartan. Alors dans les quelques minutes qui me restent, je vais plutôt parler de... Je vais vous donner quelques exemples. Alors je dis quelques, mais en fait je vais en donner un, je pense. Parce que ça serait trop long d'en donner beaucoup plus. Alors il y a énormément d'exemples qu'on peut construire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un exemple dans ce contexte? C'est deux choses. C'est se donner un problème de module formel, donc se donner un foncteur, se donner une DG algèbre de Lie, et puis se donner un isomorphisme entre l'image de la DG algèbre de Lie là-dedans et le foncteur qu'on s'est donné. Évidemment, si je pars d'une DG algèbre de Lie, je peux construire un foncteur, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de partir d'un foncteur qui est donné par un problème de déformation qui semble naturel, et trouver l'algèbre de Lie qui correspond, et à ce moment-là, en sachant ce qu'on sait dire sur l'algèbre de Lie, permet de dire des choses sur le problème de déformation qu'on regarde.
Alors je vais vous donner un exemple, qui est la théorie des déformations d'un complexe cohérent borné sur une variété algébrique. Donc 3 exemples. Soit X, une variété algébrique sur K. Alors, on peut aussi, plus généralement, on peut prendre des choses plus générales. On peut prendre un champ algébrique, on peut prendre même des champs algébriques dérivés, des n champs algébriques. C'est quelque chose d'extrêmement général. Il n'y a pas besoin d'énormément de conditions de finitude sur la variété algébrique pour faire ça. Donc supposons que j'ai une variété algébrique quasi projective pour simplifier, et puis on se fixe un objet dans la catégorie dérivée cohérente bornée de X. Et on cherche à étudier ces déformations. En tant qu'objet là-dedans, alors je vais construire un foncteur qui est un problème de module formel qui est de façon évidente relié aux déformations de E. Et puis je vais énoncer un théorème qui est dû à Lurie qui caractérise la DG algèbre de Lie correspondante. C'est celle à laquelle on peut penser. Et puis je vais expliquer comment ça permet de démontrer quelque chose de nouveau sur la structure locale des espaces de modules d'objets dans des catégories dérivées. Pardon ? On déforme que E. On pourrait déformer X aussi, mais pour l'exemple que j'ai choisi, on déforme juste E. Il y a vraiment pléthore d'exemples. Hein. Je suis désolé, je peux en citer qu'un par des raisons de temps. Mais à peu près tous les... Je ne connais pas un seul exemple de théorie des déformations, disons, traditionnelle, qui n'est pas une version PMF, et pour lequel on ne sache pas calculer la DG algèbre de Lie correspondante. Alors on définit un foncteur d'FE qui va des DG algèbres artiniennes sur K vers les ensembles simpliciaux de la façon suivante. À A, je vais regarder un ensemble simplicial qui est le nerf d'une catégorie. Je vais prendre le nerf de la catégorie dont les objets sont des OX tenseur A DG module et je vais demander à ce qu'il soit quasi cohérent sur X. Donc ce sont des complexes de OX modules sur X munis d'une action de A, c'est-à-dire que ce sont aussi des faisceaux de DG modules sur A. Et puis ils sont quasi cohérents en tant que OX modules. Et comme morphisme, je prends les quasi-isomorphismes. Donc tout ça, ça me forme une brave catégorie de tous les DG modules quasi cohérents. Alors c'est def sans le E d'abord, pardon. Tous les DG modules quasi cohérents sur OX tenseur 1, plus les quasi-iso comme morphisme, je prends le nerf, ça me fait un brave ensemble simplicial. Ça déforme en quelque sorte tous les objets de la catégorie dérivée. Maintenant, je veux déformer juste E. Donc je vais prendre la fibre. Maintenant, si je regarde def E, ça consiste à envoyer A sur la fibre homotopique de def de A dans def de K. Et je la prends. Def de K, c'est le nerf des OX DG modules quasi cohérents, donc E est un objet là-dedans. Ça me donne un point dans ce nerf. Je peux prendre la fibre homotopique de ce morphisme de restriction, qui est donné par le changement de base. Il faut dériver tout ça. Le changement de base sur le corps résiduel. Et j'obtiens comme ça un foncteur des DG algèbres artiniennes augmentées dans les ensembles simpliciaux, qui est def E. Donc, proposition, ça mérite presque le nom de théorème. Def E est un problème de module formel. Et si je calcule
Si je prends cette équivalence et que je regarde la DGLI correspondante, je trouve les endomorphismes au sens dérivé de E. Alors, j'en fais une DG algèbre de Lie sur K. Alors, il y a plusieurs façons de voir ça. Par exemple, on peut remplacer E par un complexe d'injectif. Et puis, je prends le complexe des endomorphismes. Ça me fait un complexe sur K. La composition des endomorphismes en fait une DG algèbre. Et j'en fais une DG algèbre de Lie en prenant le commutateur gradué. Donc, c'est ça le... Donc, cet énoncé aussi est dû à Lurie, j'aurais dû le dire. Alors, c'était plus ou moins folklorique au sens où on s'attend à ce que ça soit cette DG algèbre de Lie qui contrôle les déformations d'un objet, d'un complexe borné quasi cohérent. Mais la première preuve apparaît dans le texte de Lurie, et je pense qu'il n'y avait pas de preuve avant ça. De toute façon, il n'y avait pas ce théorème avant, donc c'était délicat de poser la question. Alors, quelle est la conséquence de ça? Puis je vais m'arrêter. Il n'y a pas de condition de propreté. On est dans le cas d'un problème de module formel, donc on ne parle pas d'espace de module algébrique. Si X est propre, on peut montrer qu'il y a un champ algébrique localement de présentation finie. Là, en fait, cohérent borné n'est pas vraiment nécessaire. Je pense que D-, ça suffit. On peut avoir quasi-cohérent et je ne sais plus quelle est la condition. Il faut faire attention à ce qui se passe à l'infini quand même. Mais je pense que D- quasi-cohérent, ça suffit. Voilà. J'ai pris cet exemple-là pour le corollaire ici. Donc corollaire, ça c'est un théorème qui est dû à Joyce, Brave, Bussy, Joyce. Alors c'est pas la façon dont ils le démontrent, mais en fait quand on regarde leur démonstration, on peut la faire passer ici, et c'est une façon de le démontrer. Je suppose maintenant que X est Calabi-Yau de dimension 3. Et je suppose que... donc supposons, pardon. Et que E est rigide. Alors rigide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'X négatif de E par lui-même. Et puis le x0 égale k. Et je veux dire ça de façon universelle, c'est-à-dire universellement, je veux dire ça aussi pour tous les changements de base de l'anneau de base, d'accord? Donc c'est une condition universelle. Alors, il existe un espace de module des déformations de... des déformations de E. Alors, il est même algébrique, hein, on peut construire une carte locale de cet espace de module. Et le fait que ça soit Calabi-Yau et le fait que la théorie des déformations de cet objet soit contrôlée par cette DG algèbre de Lie ici, et, on peut montrer que cet espace de module, localement, il est toujours donné par le lieu critique d'une fonction. De la forme. Voilà. Donc, l'équation qui le définit, c'est f' égale 0 pour f une fonction sur un espace affine, par exemple. Fonction algébrique sur un espace affine. Alors, c'est une conséquence de la proposition, et la preuve est relativement jolie, je peux vous la dire en 2 mots. La condition de Calabi-Yau vous donne un péri non dégénéré sur cette algèbre de Lie, ici. Alors en travaillant un peu, disons que si on est sur C, on peut travailler avec des modèles de Dolbeault, et sinon on peut faire des choses plus algébriques pour montrer que ça fait un péri non dégénéré compatible avec la structure de Lie. Et puis ce péri non dégénéré compatible avec la structure de Lie, on peut le voir comme une forme symplectique sur le problème de module correspondant. Et puis il y a un lemme de Darboux. Alors c'est une forme symplectique un peu particulière parce que il y a la dimension qui décale, mais ces auteurs ont démontré un lemme de Darboux, et ce lemme de Darboux vous dit que la structure locale, c'est précisément f' égale 0. Donc ça, c'était quelque chose, je crois, qu'on ne connaissait pas, c'est un exemple d'application.
Voilà, je vais devoir m'arrêter là. Il y en a plein d'autres. On aurait pu parler de la théorie des déformations des catégories, qui est aussi quelque chose qu'on peut faire grâce au théorème de Lurie-Pridham, qu'on ne savait pas faire avant. Voilà, merci. Alors, si K est de caractéristique P, tout ce que j'ai dit ne marche pas. Il y a une des raisons, c'est que la structure de modèle sur DGLI, ici, elle n'existe plus. Et puis, alors, ce côté ici, c'est facile. Hein, il suffit de remplacer les DG algèbres par des K algèbres simpliciales. Donc, on sait ce que c'est le côté ici. Ce côté-ci, il y a des choses qui remplacent les DGLI, mais ce n'est pas aussi efficace, dans le sens où ce n'est pas vraiment un complexe plus une structure. C'est quelque chose de plus compliqué. Et ça a été fait par John Pridham. Il y a une équivalence avec quelque chose d'autre ici. Mais c'est loin d'être des DG algèbres de Lie. Donc je ne sais pas s'il faut considérer que le problème est résolu en caractéristiques positives. Je dirais qu'il y a des pistes dans les travaux de Pridham. Pareil, c'est encore pire. Mais pareil, cette chose-là existe. On peut oublier le fait que ce soit des cas algèbres, avoir juste une augmentation, et faire la théorie des déformations au sens PMF, des déformations, représentation éladique, etc. Ça existe. Ce qu'on met ici, on peut mettre des choses artificielles, mais il n'y a pas de choses aussi simples que des GLI. L'exemple de départ que tu avais donné avec les déformations classiques et le R gamma du fibre étendant, c'est quoi le problème de module formel associé à ça en fait, C'est le foncteur, tu veux dire? Oui, Alors le foncteur, je ne l'ai pas donné parce qu'il utilise une notion qu'il faudrait introduire. Et si je fixe un K-schéma, on peut définir def(x). Alors c'est pareil, ça va être un R hein, de cette façon-là, par exemple. Donc ici, ça va aller dans une fibre. Et puis là, je vais avoir le nerf. Donc tu vois, il faut des choses au-dessus de spec A. Donc il faut des schémas dérivés plats sur spec A. Donc, on va avoir des schémas dérivés plats sur spec A. Alors évidemment, il faut donner un sens à ça. Donc il faut faire appel à la géométrie dérivée. Et puis on prend la fibre par changement de base ici. Les schémas dérivés plats sur spec K, c'est juste les K-schémas, et on la prend en X. On prend la fibre en X. Ça fait un foncteur. On démontre que c'est un problème de module formel. Donc il y a un article de Pridham où il montre que c'est un problème de module formel, et où il calcule la DG algèbre de Lie correspondante. Et le théorème, c'est que c'est R gamma de X à valeur dans Tx, ou le crochet donné par le crochet des champs de vecteurs. Corollaire, il y a des conditions quand X égale à Biao propre et lisse. Cette DG algèbre de Lie est abélienne, quasi isomorphe à une algèbre de Lie abélienne pour des raisons algébriques de théorie de Hodge, disons. Et donc cet espace de module formel est formellement lisse. C'est le théorème de Bogomolov, Tian, Todorov. On peut redémontrer ce genre d'énoncé avec ça. Oui. Oui, je crois que c'est vrai. Il faudrait que je vérifie dans l'URI, mais je pense que c'est vrai. La raison, c'est que la condition vraiment essentielle, c'est que ce carré reste homotopiquement cartésien dans les complexes non bornés. Ce carré commutatif, on veut vraiment qu'il soit homotopiquement cartésien dans les complexes non bornés. Et c'est la raison pour laquelle on met ces conditions de surjectivité. Donc je pense que le fait qu'une flèche soit surjective suffit pour assurer cette condition. Et en fait, la catégorie des foncteurs qui préservent ces carrés-là et celles qui préservent les carrés où il n'y a qu'une seule flèche surjective sont équivalentes. Elles sont équivalentes. Ce sont des sous-catégories pleines de la catégorie des foncteurs. Vérifier la condition pour tous ces carrés-là est équivalent à vérifier la condition pour tous les autres carrés où il n'y a qu'une seule flèche surjective. Je pense qu'il y a une remarque dans l'URI à ce sujet. Pour faire le lien avec le théorème de représentabilité de A.
Dans le cas classique, je ne sais pas, parce que c'est difficile de relier ces foncteurs-là avec les foncteurs usuels, puisque cette condition-là fait intervenir, ne se restreint pas à une condition sur les... Si je restreins un foncteur comme ça aux algèbres artiniennes non DG, je n'obtiens pas quelque chose qui vérifie un critère facile, parce que le π0 d'un carré cartésien va me détruire des choses. Donc c'est difficile de relier ça et les problèmes dans le cas classique. Il y a un énoncé qu'on peut dire en revanche, c'est que si on a un foncteur défini sur les anneaux artiniens, qui est la restriction d'un foncteur comme ça, alors il y a toujours une DGLI qui construit ce foncteur-là. Au sens restriction, c'est-à-dire que c'est un foncteur sur les DG artiniennes. Dans les DG artiniennes, j'ai les artiniennes, concentrées en degré 0. Je restreins mon foncteur. Oui, mais donc l'énoncé dit que si j'ai un foncteur qui a valeur dans les ensembles simpliciaux, qui est la restriction d'un foncteur sur les DG artiniennes qui vérifie ça, alors il existe une DGLI qui dépend de ce foncteur défini plus gros, tel que le foncteur restreint soit XL, avec les éléments de Moer-Cartan que j'avais... Soit équivalent à XL, équivalent. Et si on veut restreindre dans les ensembles, il suffit de se restreindre aux DGLI qui n'ont pas de cohomologie en degré... Voilà, tout à fait, oui. Bon, tous les exemples que je connais vérifient ça. Tous les exemples de problèmes de déformation que je connais proviennent par restriction d'un foncteur qui vérifie ça.